Bonjour à tous. Merci à tous d'être là pour donc cette dernière pause risque qui vient clôturer 2 années de pause risque. Je ne sais pas si vous avez pu assister à toutes, mais en tout cas, c'était très intéressant et je remercie Olivier Cartier-Moulin qui a géré tout ça et qui nous a proposé des intervenants de qualité encore aujourd'hui, mais je vous laisserai vous présenter. Juste pour vous rappeler qu'effectivement, donc toutes les pauses risques ont été filmées et sont sur le site de la ville d'Albertville. Donc, si vous les avez ratées, vous pouvez les retrouver facilement. Je vous le conseille. Et vous dire aussi qu'à la sortie, vous avez un document qui s'appelle le DICRIM. Alors, en théorie, qui avait été distribué dans les boîtes aux lettres il y a quelques années pour ceux qui sont albervillois. Mais en tout cas, vous pouvez le récupérer. Donc, il y a un récapitulatif assez succinct de quelles sont les réactions à avoir et les risques qui sont présents sur notre territoire. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser passer dans le vif du sujet. Merci Bérénice. Donc effectivement, aujourd'hui, dernière des 8 pauses risques qu'on vous a proposées sur le thème du risque nucléaire. Et à cette occasion, donc on reçoit Madame Karine Herviou qui interviendra en visioconférence. Karine Herviou, donc, qui est la directrice générale adjointe de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et responsable du pôle sûreté nucléaire, qui interviendra, donc vous la voyez à l'image ici dans la première partie. Ensuite, on aura une seconde partie sur les mesures préventives de prise de comprimés d'iode, qui vous sera présentée par Madame Florence Culoma, qui représente l'Agence régionale de santé, qui se présentera tout à l'heure un peu plus précisément. Et puis, dans la dernière partie, on vous présentera également les mesures spécifiques à Albertville, en termes de lieux qui seraient utilisés pour la distribution de ces comprimés d'iode et puis d'outils d'alerte en fait, qui seraient utilisés pour vous prévenir et vous donner les bons conseils, les bons réflexes à avoir face à cette situation. Et en fin de séance, vous pourrez poser les questions aux différents intervenants, voilà, pour avoir toutes les réponses souhaitées, je l'espère. Alors, sans plus attendre, on va donner la parole à Madame Herviou. Voilà, Madame Bonjour à Herviou, tous. Donc, vous nous entendez? oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous également? Très bien. Alors, je vais partager la présentation. Voilà, donc je vais vous présenter quelques notions sur la sûreté nucléaire, essentiellement basées sur les centrales nucléaires, les réacteurs français. Un peu ensuite sur les conséquences pour les populations en cas de rejet radioactif important. Et puis l'organisation qui est mise en place spécifiquement en cas d'accident, en cas d'urgence radiologique sur le territoire français, le rôle et les moyens de l'IRSN. Alors, quelques notions générales de sûreté nucléaire. Il y a un risque finalement qu'on accepte. Les centrales nucléaires contiennent des matières radioactives, donc dangereuses, en quantité importante. Elles contiennent également, elles ont une énergie qui est importante et qui est susceptible de la disperser. Donc, il y a nécessité de prendre des mesures pour rendre ce risque acceptable. Donc, vous avez ici un diagramme qui différencie finalement un domaine qui est interdit, c'est-à-dire que si un exploitant nucléaire a des accidents qui peuvent conduire à des conséquences importantes, eh bien, il ne peut pas avoir d'autorisation de concevoir ou de construire son installation. Il faut absolument qu'il ramène ces séquences, ces scénarios dans un domaine dit autorisé, c'est-à-dire qu'ils prennent un certain nombre de dispositions d'ordre technique, organisationnel notamment, pour ramener des scénarios qui pourraient conduire à des conséquences dans ce domaine interdit dans un domaine autorisé. Donc le principe, c'est que plus un accident est probable, et plus ses conséquences doivent être limitées. Donc on est ici sur la partie droite du schéma. Et plus un accident a des conséquences graves, et plus la fréquence, donc le risque de voir l'accident se produire, doit être diminué. C'est le principe général de la sûreté nucléaire. Alors,
Un principe fondamental, c'est ce qu'on appelle le principe de défense en profondeur. Alors, on n'a rien inventé, hein, il vient du concept militaire qui prévoit finalement d'interposer des barrières, des barrières de défense entre un agresseur et une cible. Donc, vous avez l'exemple typique du château fort, où vis-à-vis d'un agresseur externe qui voudrait kidnapper la princesse enfermée dans le donjon, vous avez 3 lignes de défense. Hein. Vous avez l'enceinte externe, l'enceinte interne et puis le donjon. Donc, on met une succession de lignes qui permettent de protéger finalement la cible, en l'occurrence ici la princesse. Et à chaque fois, vous avez des dispositions, des armes, des personnes, des soldats ici qui vont protéger ces barrières. Et bien, en sûreté nucléaire, c'est un principe équivalent. Il est inversé, c'est-à-dire que là, le risque, il est à l'intérieur de l'installation, c'est là où sont les matières radioactives, et l'exploitant nucléaire va devoir interposer des barrières physiques entre justement ces matières radioactives et la population qui, en l'occurrence, serait la cible. Donc, le principe fondamental de sûreté, c'est l'interposition de ces barrières. Donc, sur une centrale nucléaire, ici, vous avez une représentation schématique d'un réacteur à eau sous pression. Donc, vous avez ici le combustible nucléaire qui est à l'intérieur de la cuve. Donc, la première barrière qui permet de limiter la dispersion des matières radioactives qui sont donc au niveau des cœurs du combustible, eh bien, c'est la gaine, c'est-à-dire que le combustible, c'est sous forme de pastille, il est entouré par une première barrière qui est une gaine. Ensuite, vous avez une deuxième barrière qui est l'enveloppe du circuit de refroidissement. Ici, vous avez de l'eau sous pression qui circule pour refroidir le cœur du réacteur. C'est cette enveloppe qui va constituer, en acier, qui va constituer une deuxième barrière de confinement. Et puis enfin, vous avez une enceinte de confinement. Donc, c'est les enceintes en béton, c'est des bâtiments cylindriques surmontés d'un dôme, donc du béton très contraint, qui vont permettre de limiter les rejets radioactifs éventuellement en cas d'accident dans l'environnement. Donc, 3 barrières pour protéger l'environnement et la population à l'extérieur du réacteur. Donc ça, c'est le principe de barrière qui reprend exactement le principe du château fort. Et il a ensuite été élargi. Et maintenant, on parle de niveau de défense, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va y avoir des dispositions techniques, organisationnelles pour justement préserver ces barrières. Donc, vous avez sur un réacteur EDF, vous avez 5 niveaux de défense en profondeur, c'est-à-dire que vous allez supposer la défaillance de certains équipements, par exemple une brèche sur un circuit de refroidissement, et vous allez avoir des systèmes qui sont prévus pour justement compenser la perte d'eau à la brèche et pour faire en sorte de refroidir malgré tout le combustible et de pouvoir ramener l'installation dans un état qu'on appelle sûr, c'est-à-dire où on limite tout rejet radioactif. Donc ce principe, il considère qu'un accident peut arriver et on étudie ses conséquences. Les exploitants nucléaires doivent mettre des dispositions pour limiter ces conséquences, mais aussi pour prévenir une aggravation de la situation. Et donc ça, il le fait plusieurs fois. Donc les différents niveaux de défense en profondeur. Le premier, le principe, c'est de tout faire pour maintenir l'installation dans son domaine de fonctionnement normal, c'est-à-dire prévenir toute situation incidentelle, accidentelle. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de contrôles, notamment, qui sont faits très régulièrement pour vérifier, par exemple, que les tuyauteries sont intègres, que les pompes fonctionnent correctement. Vous avez ensuite un système d'alarme, de détection d'événements, d'incidents, qui permet de limiter très vite, de le détecter au plus tôt et de limiter très vite ses conséquences. Vous avez un niveau 3, où là, on est en situation accidentelle avec des systèmes qui sont dédiés, des procédures de conduite qui sont appliquées par les opérateurs pour aussi limiter les conséquences de l'accident et également prévenir une aggravation qui serait au niveau 4, en fait, un accident de fusion du cœur
comme on a pu le voir à la centrale de Fukushima Daiichi au Japon en 2011. Donc là, on a des mesures qui visent vraiment à limiter le risque de dispersion, de rejet radioactif dans l'environnement. Il y a enfin un niveau 5, alors là, qui n'est pas à la main des exploitants nucléaires, mais qui est à la main des pouvoirs publics. Le niveau 5 de défense en profondeur, il vise à limiter les conséquences des rejets pour l'environnement et pour les populations. Et donc, c'est ce qui constitue notamment les plans qui vont être mis en place par les pouvoirs publics, les plans particuliers d'intervention, ce qu'on appelle les PPI au niveau local autour de la centrale. Donc, ces PPI, ils prévoient un certain nombre de dispositions, je dirais, immédiates ou rapides qui peuvent être mises en place, notamment la mise à l'abri, la prise biostable ou l'évacuation des populations en cas d'accident majeur. Et il couvre une zone d'à peu près 20 km autour de la centrale. Donc là, il y a des actions qui sont pré-planifiées, qui sont préparées avec des plans à disposition des pouvoirs publics et puis du niveau local, hein, de tous les services de l'État qui pourraient être amenés à intervenir dans ces situations. Et il y a, en dessous des plans particuliers d'intervention, il y a également des plans communaux de sauvegarde, et il y a un plan communal de sauvegarde aussi pour la ville d'Albertville, bien qu'elle ne soit pas dans le rayon des plans particuliers d'intervention, puisqu'encore une fois, autour des centrales, c'est un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Alors, simplement pour illustrer ce principe de défense en profondeur, j'ai pris ici l'exemple des alimentations électriques. Si vous suivez un petit peu l'actualité en Ukraine, vous voyez que l'alimentation électrique des centrales nucléaires est un point essentiel, parce qu'en fait, même quand le réacteur est à l'arrêt, eh bien, le cœur, le combustible, il continue à émettre de la chaleur et il faut absolument évacuer cette chaleur. Donc, pour évacuer cette chaleur, eh bien, il faut des pompes pour faire circuler de l'eau et donc il faut de l'électricité. Alors, les dispositions prévues normalement pour alimenter la centrale en électricité, eh bien, c'est le réseau électrique. Hein. C'est le réseau électrique qui alimente tout un chacun. Donc ça, c'est la voie 1 d'alimentation normale. En cas de perte du transformateur sur cette voie électrique, vous avez aussi un deuxième transformateur au niveau de la centrale qui permet d'alimenter par une autre voie l'ensemble des équipements. Si vous avez une perte totale de l'alimentation électrique externe, ce qui s'est produit plusieurs fois sur la centrale de Zaporijia en Ukraine, eh bien, il y a des sources électriques internes, donc des groupes électrogènes de secours. Vous en avez 2 sur les centrales françaises qui sont organisées en 2 voies électriques indépendantes et donc qui peuvent suppléer. Si une voie est indisponible, vous avez une deuxième voie qui permet de fournir l'électricité et donc de refroidir, d'alimenter les pompes pour refroidir le cœur. Et si ces éléments-là ne fonctionnent pas, sont indisponibles, vous allez le supposer dans le cadre de cette démarche de défense en profondeur, eh bien, EDF a rajouté récemment ce qu'on appelle des diesel built-in secours. Et il y a également des systèmes auxiliaires complémentaires qui vont venir, qui vont pouvoir alimenter justement les pompes, toujours pour refroidir le cœur, si l'ensemble des éléments qui sont prévus ici, les niveaux 1, 2, 3, 4, défaillent. Donc, vous voyez, le principe, c'est d'aller plus loin, de supposer à chaque fois la défaillance d'un matériel qui a été prévu pour limiter les conséquences de l'accident. Eh bien, on suppose qu'il défaille et donc on en rajoute un autre. Donc, il y a un certain nombre de redondances comme ça qui existent. J'ai pris ici l'exemple des alimentations électriques, mais c'est le cas pour tous les équipements de sûreté essentiels à la sauvegarde du réacteur. Voilà un panel très général finalement sur la sûreté nucléaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident bon, il faut un accident grave pour avoir des conséquences dans l'environnement conséquentes, notamment qui pourraient atteindre la ville d'Albertville. Vous allez avoir des rejets qui vont être émis par l'installation et donc ce qu'on appelle un panache radioactif qui va se former dans l'atmosphère et qui va être dispersé
est transporté avec les masses d'air. Donc là, vous allez avoir un phénomène de contamination de l'environnement. Donc avec un transport dans l'air, vous allez avoir des dépôts au sol et sur l'ensemble des surfaces, surfaces urbaines, aquatiques, les terres agricoles. Donc une contamination qui peut être diverses en fonction des conditions météorologiques, ça peut même être très différent en fonction des conditions météorologiques. Et puis en cas de pluie, vous allez avoir du dépôt aussi plus important sur les terres, sur l'environnement. Alors, quelles sont les voies d'exposition des populations en situation d'accident? Eh bien, il y en a 4. Il y en a 2 qui sont que l'on regarde de très près en cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'accident. Une fois que le panache radioactif s'est formé, eh bien, vous avez un risque d'irradiation externe, c'est-à-dire c'est directement le nuage qui va irradier, le nuage qui passe, qui va irradier les personnes qui se trouvent à l'extérieur et qui va à leurs occupations. Vous avez également un risque de contamination interne, c'est-à-dire que vous allez ingérer ou inhaler des particules radioactives qui se trouvent dans l'air. Donc on a ces 2 modes, irradiation externe par le panache et contamination interne par inhalation, qui vont faire l'objet d'actions de protection pendant, donc très rapidement après l'accident, après le début de l'accident. C'est ce qu'on appelle la phase d'urgence. On va chercher à protéger les personnes à proximité de ces 2 modes d'exposition. À un peu plus long terme, vous avez d'autres voies d'exposition qui vont devenir prépondérantes. Vous avez d'abord une irradiation externe par le dépôt. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le panache radioactif, eh bien, les produits vont petit à petit, les particules radioactives, elles vont se déposer au sol, éventuellement aidées par de la pluie. Et donc, les sols vont se retrouver contaminés après le passage de ce panache et vous aurez donc une irradiation externe par ces dépôts. Vous avez également un risque de contamination par l'ingestion des denrées alimentaires. Donc, les particules radioactives sont au sol, donc il n'y a plus de risque ou moins de risque d'inhalation, d'irradiation par le panache, il n'y a plus de panache. Par contre, vous avez un risque, lorsque vous ingérez des denrées alimentaires, d'ingérer par là même des particules radioactives qui s'y sont déposées. Donc, 4 grandes voies d'exposition en cas de rejet radioactif. En cas d'urgence, donc on fait face aux 2 premiers, irradiation externe par le panache, contamination interne par inhalation. Et en ce qu'on appelle le post-accident, c'est-à-dire un peu plus long terme, une fois que les rejets sont terminés, que le panache radioactif s'est dispersé, eh bien, il faut prendre en compte 2 autres voies d'exposition, l'irradiation par les dépôts et la contamination par l'ingestion de denrées alimentaires. Alors, les dispositions qui sont prévues pour protéger les personnes qui seraient exposées à un panache radioactif et à ses conséquences à plus long terme. Eh bien, les parades, c'est tout d'abord la mise à l'abri, c'est-à-dire que dans le cadre du plan particulier d'intervention sur les 20 km autour de la centrale nucléaire, il peut être décidé une action de mise à l'abri, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de rentrer chez elles et de se mettre à l'écoute de la radio. Ça permet finalement de mettre un écran entre le panache radioactif, l'atmosphère, et eux-mêmes. Donc ça va limiter, alors tout dépend de la qualité de l'habitat, mais ça va limiter assez fortement l'exposition, au moins dans les 24 premières heures après le rejet. Autre action possible, c'est si l'accident est beaucoup plus important, et ben, il peut y avoir une décision des pouvoirs publics, l'évacuation des personnes. C'est ce qui a eu lieu à Fukushima en 2011, c'est-à-dire qu'on fait des évaluations d'exposition plus importantes et il peut être décidé d'évacuer les personnes. Ça, c'est en phase d'urgence. Une fois l'accident, je dirais, quasiment terminé, en phase post-accidentelle, la parade par rapport à des dépôts, eh bien, alors mise à l'abri, normalement, ça ne se fait plus.
puisque le panache est parti, mais on va parler plutôt d'éloignement, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de quitter leur domicile. Hein, c'est ce qui s'est fait aussi au Japon après l'accident de Fukushima lorsque les territoires étaient très contaminés, pour aller vivre ailleurs. Donc, il y a une période d'éloignement qui sera définie en fonction de la quantité de rejet et de contamination au sol. Vis-à-vis de la contamination interne, vous avez d'autres parades. Alors, donc, ce serait d'abord l'inhalation, c'est ce que je disais en phase d'urgence, hein, l'inhalation d'air avec présence de particules radioactives. Alors, les parades en urgence, eh bien, la mise à l'abri va contribuer aussi à limiter cette inhalation. L'évacuation, évidemment, si on évacue les personnes, elles seront plus à même d'inhaler. Et puis, sur les accidents de réacteurs, proprement dit, vous avez la prise d'iode stable, qui est aussi une parade très efficace, mais vis-à-vis des rejets en iode uniquement. Sur le post-accidentel, donc à plus long terme, eh bien là, il peut y avoir des actions d'interdiction de consommation de denrées qui auraient été soumises à un panache radioactif, donc des limitations de consommation de denrées, et dans tous les cas, des contrôles qui seront faits avant consommation et qui pourront être pris en charge par les filières, liées à la production de denrées alimentaires. Donc voilà les principaux risques auxquels on essaye de faire face en cas d'accident nucléaire majeur. Alors, pour cela, en cas d'accident, il y a une organisation nationale de crise qui se met en place, donc qui est essentiellement pilotée au niveau national, ou qui sera très vite pilotée au niveau national dès lors que le rejet peut exposer des personnes en dehors de quelque chose de très local au niveau de la centrale. Et donc, vous avez notamment une cellule interministérielle de crise qui se créerait au niveau national et qui va s'appuyer sur un certain nombre de conseils, dont l'Autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection sûreté nucléaire. Cette organisation nationale intègre évidemment aussi le niveau de la préfecture, hein, notamment le centre opérationnel départemental, qui lui-même relaie vers les maires et en lien avec les plans communaux de sauvegarde. Alors, donc, les acteurs de la gestion de crise, donc évidemment les pouvoirs publics, avec les préfets qui vont être en première place pour la gestion des actions de protection des populations. Vous avez les autorités de sûreté qui vont intervenir également, qui vont conseiller l'État et le préfet. Les responsables de la sûreté des installations qui doivent absolument fournir un certain nombre d'informations pour évaluer les conséquences possibles et qui ont également en charge la maîtrise de l'accident et la communication vers le public. Et puis l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nous, on va être appui technique aux autorités, c'est-à-dire qu'on va apporter notre expertise, on va essayer de comprendre ce qui se passe sur l'installation, de voir comment l'accident peut se dérouler et ensuite d'évaluer les conséquences pour les populations. Donc, c'est vraiment notre rôle, un appui technique aux autorités de l'État pour évaluer les risques associés à un accident et conseiller finalement les pouvoirs publics en termes d'action de protection de la population. Est-ce qu'il faut une mise à l'abri? Est-ce qu'il faut évacuer les populations? Sur quel périmètre? Est-ce qu'il faut prendre de l'iode stable en cas d'accident sur un réacteur? Nous sommes également en charge de coordonner ce qu'on appelle un plan de mesure de radioactivité dans l'environnement, c'est-à-dire que nous allons aller faire des mesures pour essayer de conforter les estimations qui auront été faites et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les calculs finalement et que les conséquences sont bien celles que l'on a évaluées. Donc, tout ça pour conforter les actions de protection des populations et notamment se préparer à la gestion dite post-accidentelle, une fois que l'accident proprement dit est terminé, pour là encore conseiller les pouvoirs publics sur les actions à mettre en œuvre, notamment l'éloignement des populations ou l'interdiction de consommation des denrées. Alors pour ça, nous avons un système d'alerte et de mobilisation
C'est-à-dire que dès qu'il y a un accident sur une centrale nucléaire, eh bien, l'exploitant, donc EDF, si on parle des réacteurs, doit sans délai alerter les pouvoirs publics, l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN. Nous avons aussi des réseaux de balises dans l'environnement, c'est-à-dire des capteurs qui, en permanence, mesurent la radioactivité dans l'environnement, ce qui nous permet de réagir. Si jamais il y avait une défaillance de l'exploitant, très vite, s'il y a un rejet, on va être informé. C'est notamment ce réseau qui nous a permis d'être alertés lorsqu'il y avait des faibles rejets qui venaient de l'étranger. Et puis, en fait, on a des canaux, on a un point de contact unique, hein, ce qu'on appelle le cadre d'astreinte, qui peut être contacté à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des équipes d'astreinte qui peuvent rejoindre notre centre de crise en moins d'une heure. Donc, nous avons des personnels qui sont formés, entraînés, hein, puisqu'on fait régulièrement des exercices de crise, et nous avons aussi donc, des moyens de mesure de la radioactivité dans l'environnement. Vous avez ici quelques illustrations. Nous travaillons avec les pompiers, les cellules d'intervention radiologique dans ce cadre-là, et donc nous allons aller relever, faire des prélèvements dans l'environnement et les envoyer dans nos laboratoires en cas d'accident, justement pour vérifier, évaluer l'étendue des conséquences possibles. Nous avons aussi des moyens dédiés aux personnes, c'est-à-dire qu'on déplace également à proximité du lieu de l'accident des divers moyens qui permettent de contrôler les personnes. Alors, nous les avons déplacées il y a à peu près un an. Il y a une aciérie dans le Nord qui avait brûlé une source de sédium. Et donc, bon, alors heureusement, il n'y a pas eu du tout de conséquences, mais ça a permis au moins de rassurer les personnes qui avaient été à proximité de l'installation au moment des faits. Et puis notre réseau donc, de surveillance donc de capteurs, vous avez ici la carte des positionnements. Donc il y en a évidemment autour des centrales nucléaires et les exploitants ont également des balises, des capteurs autour de leurs centrales nucléaires, mais on en a plus globalement partout en France. Il y en a également à l'étranger. Il faut savoir qu'il y a des réseaux de mesure, un réseau notamment européen, ce qui nous permet de suivre en temps quasi réel l'évolution éventuelle de la contamination au niveau européen. C'est ce qui nous sert actuellement beaucoup dans le cadre de l'Ukraine. Voilà, et donc je vais terminer là-dessus, hein, l'exemple de l'Ukraine où nous avons créé notre centre de crise donc du 25 février au 8 avril, et nous sommes toujours en phase de veille, mais nous suivons l'état des installations au quotidien. Dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a des tirs d'artillerie, on essaye d'évaluer les conséquences, et puis on surveille les mesures dans l'environnement. Donc c'est une première illustration de notre action en situation d'accident, sachant que bon, pour l'instant, il n'y a fort heureusement pas d'accident, mais il y a eu des dégradations successives au niveau de la sûreté des installations. Et donc, on se tient prêt s'il y avait un accident réel pour justement conseiller les pouvoirs publics, tant sur les mesures à prendre pour les Français qui sont à proximité de l'Ukraine, que pour la France proprement dit, en cas d'accident majeur au niveau des centrales ukrainiennes. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, un panorama très global entre quelques notions de sûreté nucléaire, les voies d'exposition pour donc le public, et puis donc les actions ou l'organisation qui est mise en place en cas d'accident nucléaire, en France ou à l'étranger. D'ailleurs, on va retrouver une similitude sur les actions. Je vous remercie pour votre attention. Et simplement un mot, sur notre site internet, vous avez aussi ce qu'on appelle une exposition pédagogique où vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur ce que c'est que la radioactivité, quels sont les niveaux attendus. Voilà. Donc, je vous invite à le consulter si vous êtes intéressé. Merci. Merci beaucoup, Madame Herviou, pour cet exposé très clair et finalement précis, hein, quand même. Vous disiez que c'était un exposé général, mais on en a, je pense, beaucoup appris. On va passer à la suite. Donc, tout à l'heure, Madame Herviou vous a présenté brièvement le fait que s'il pouvait y avoir un accident malgré toutes les mesures barrières présentées,
l'une des options était la distribution de comprimés d'iode, et que va nous présenter du coup Madame Culomas. Bonjour, donc je suis Florence Culomas, je suis responsable de la cellule environnement intérieur à l'Agence régionale de santé, donc une cellule qui a en charge la lutte contre l'habitat indigne, le contrôle sanitaire des piscines, le contrôle sanitaire au niveau des légionnelles par exemple, et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Donc, toute situation sanitaire exceptionnelle qu'on peut rencontrer. Donc là, on fait un focus aujourd'hui sur ce risque nucléaire et les mesures préventives pour prendre des pastilles d'iode en cas d'accident radioactif. Donc, comme vous l'a dit Madame Herviou, même si le risque est peu probable, eh bien, il ne faut pas le négliger. Donc, dans le cas d'un accident, les experts estimeraient précisément la quantité de rejet, la localisation, l'heure de dispersion, bien sûr, et il calculerait la dose des habitants qui seraient exposés au panache radioactif. Donc, en cas d'accident effectivement nucléaire, ce qui peut se passer, c'est un rejet d'iode radioactif, donc de l'iode 131 dans l'environnement, et ça générerait un risque accru de cancer de la thyroïde. Pourquoi? Parce que cette iode qui va être inhalée ou ingérée va se fixer sur la thyroïde, puisque la thyroïde est une petite glande qui, chez l'adulte, fait environ 5 cm. Et bon, cette glande, elle fabrique des hormones qui contribuent à tout le fonctionnement de l'organisme. Et elle fonctionne, l'iode est indispensable au fonctionnement de la thyroïde. Et cette iode, on le trouve naturellement dans l'environnement, hein, dans l'eau, dans les aliments, etc. Et donc, pour éviter que l'iode radioactif se fixe sur la thyroïde, eh bien, on va proposer d'ingérer de l'iode stable. C'est de l'iode, alors pour les puristes, c'est de l'iodure de potassium. Et l'ingestion de cette iode stable va permettre de saturer la thyroïde en iode et faire en sorte que l'iode radioactif ne se fixe du coup plus sur cette thyroïde. Donc, pour effectivement organiser une réponse en cas d'accident, il y a un plan départemental ORSEC. Donc, ORSEC, c'est l'organisation de la réponse en sécurité civile. Et donc, il y a un plan spécifique ORSEC iode. Alors, au niveau de la population, il faut savoir qu'on cible principalement les personnes de moins de 25 ans. Pourquoi? Parce que leur thyroïde est encore en formation. Les femmes enceintes parce qu'il y a des risques pour le fœtus, et les femmes allaitantes parce qu'il y a un risque pour le nouveau-né. Et ce public est vraiment ciblé parce qu'il y a une sensibilité supérieure à l'iode radioactif que les personnes de plus de 40 ans. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on ne distribuera pas d'iode stable aux personnes de plus de 40 ans, mais on va d'abord prioriser ces personnes de moins de 25 ans, donc tous les jeunes, et puis les femmes enceintes et les femmes allaitantes.
Alors, au niveau posologie et ce qu'on a à disposition pour la Savoie, on a 800 000 comprimés qui sont disponibles. Donc, qui sont donc le iode, c'est des comprimés de 65 mg. C'est fabriqué par la pharmacie des armées. Et l'administration, elle ne se fera que sur une instruction très formelle des autorités, donc le ministère de la Santé et le préfet, qui vont se coordonner à ce moment-là pour décider de cette distribution ou non, et qui vont définir les populations qu'on va cibler du coup au regard de l'accident qu'il y aurait. Alors par exemple, un adulte plus de 12 ans, enfin un enfant de plus de 12 ans et un adulte va devoir ingérer 2 comprimés. Et un tout nouveau-né d'un mois ou moins, ça sera un quart de comprimé. Donc, ça va être graduel en fonction du poids. Voilà, ça sera décidé comme ça. Donc, ce qui va être dit, bien sûr, c'est le moment auquel on doit ingérer ces comprimés. Donc, c'est au plus tôt 1 heure avant l'exposition à la radioactivité et au plus tard dans les 6 à 12 heures qui suivent. Donc, si on le fait trop tôt, eh ben, l'efficacité sera considérablement réduite. Et trop tard, on peut avoir des effets secondaires qui sont plus graves que les bénéfices attendus. Donc, il faut savoir que ces comprimés entraînent très peu d'effets secondaires et très peu de contre-indications. Alors, il y a des personnes qui sont hypersensibles à l'iode, mais c'est très rare. Il y a des personnes qui peuvent avoir des maladies thyroïdiennes. Dans ce cas-là, il faut consulter son médecin traitant, ou dans le cas d'un accident, il y aura des professionnels de santé qui seront là pour indiquer aux gens ce qu'il faut faire ou pas. Et les effets indésirables, ça peut être un goût métallique en bouche, par exemple, des nausées, des vomissements, mais c'est effectivement très rare, bien moins que des médicaments classiques. Donc, ces comprimés est à dissoudre dans une boisson, donc dans de l'eau, du jus de fruits et à ingérer comme ça. Alors, en Savoie, on a 2 cinétiques possibles. Une cinétique lente si l'accident est éloigné de la commune. Alors, on n'a pas de centrale à proximité d'Albertville. Hein. La plus près, elle est à plus de 60 km et M. Cartier-Moulin reviendra dessus. Et les pays limitrophes, on a l'Italie et la Suisse, mais c'est à plus de 200 km. Donc, rien à proximité. Donc, dans cette cinétique lente, la distribution, elle va se faire par le biais des pharmacies. Donc, on a des grossistes répartiteurs. Les grossistes répartiteurs, vous voyez, quand vous allez chercher un médicament en pharmacie et qu'il n'est pas disponible, on vous dit il est disponible cet après-midi parce qu'il y a le grossiste répartiteur qui va faire le tour des pharmacies. Là, c'est la même chose. Donc, ce grossiste, il va préparer à ce moment-là des allotissements pour les pharmacies et ça sera à disposition donc dans ces pharmacies. On vous donnera des consignes pour aller les chercher effectivement dans votre pharmacie la plus proche. Quant aux établissements de santé, puisque moi au niveau de l'ARS, effectivement notre rôle c'est aussi de s'occuper bien sûr des établissements de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux, ils vont avoir des lots spécifiques. Hein. Donc les gens qui sont à l'hôpital à ce moment-là, il y aura des lots spécifiques qui leur seront distribués. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a une distribution préventive. C'est-à-dire qu'on peut se dire, il y a une probabilité qu'un accident arrive parce que il y a des risques. Donc là, on va effectivement être dans cette cinétique lente. On ira chercher les comprimés en pharmacie, mais il ne faudra surtout pas les prendre. Il y aura un second message d'alerte qui dira au moment opportun qu'effectivement, là, il faut prendre ce comprimé. Donc, il faudra effectivement bien être s'informer par la presse ou la radio et M. Cartier-Moulin reviendra bien sûr dessus. En cinétique rapide, là, c'est vraiment l'accident qui arrive et il faut prendre rapidement de l'iode. La distribution, elle va se faire effectivement par les mairies et là, pareil, l'information se fera par la presse ou la radio. Donc, toujours pareil, le stock, il est géré et acheminé par les grossistes répartiteurs. Donc, nous, le grossiste le plus près se situe en Haute-Savoie, pas loin d'Annecy. L'ordre de priorité sera défini effectivement par le préfet et par le ministère de la Santé aussi.
Les grossistes répartiteurs, ils s'engagent à livrer dans les 12 heures. Donc, il y a des accords qui sont signés avec eux. Donc, dans les 12 heures après l'alerte, ils livrent maximum. Pareil pour les établissements sanitaires, là, c'est la même organisation. Les quantités sont gérées par l'Agence régionale de santé et seront livrées aux établissements par les grossistes. Ce qui va être aussi géré de manière spécifique, c'est toutes les quantités qui sont destinées aux établissements scolaires. Si ça arrivait en journée, les enfants resteraient à l'école. Ainsi que alors il y a aussi effectivement tous les établissements de petite enfance, puisqu'on cible toujours pareil, hein, ces jeunes de moins de 25 ans. Donc les quantités seraient disponibles à ce moment-là dans ces établissements-là. Il faut savoir que l'ensemble du personnel communal sera dans ce cas-là mobilisé. Il sera renforcé si besoin par des professionnels de santé, voire les pharmacies, pour aider à cette distribution. Et M. Cartier-Moulin va prendre le relais sur cette distribution dans les communes. Merci, Madame Culoma. Et... Alors effectivement, Madame Culoma l'a précisé, on va terminer cette présentation par les mesures qui vous concernent précisément ici à Albertville, hein, puisque vous avez bien compris que ce ne serait pas le maire qui directement piloterait la crise. Hein. Ce sont des crises qui sont pilotées à l'échelle nationale, comme l'a présenté Madame Hervieux tout à l'heure, avec des plans départementaux qui sont mis en œuvre et dans lesquels les mairies sont mises à contribution pour déterminer concrètement où est-ce qu'on distribue ces pastilles d'iode et surtout comment on va informer la population. Hop. Voilà. Bon, ça va arriver. Donc, Madame Culoma le disait tout à l'heure, hein, les centrales nucléaires les plus proches d'Albertville, elles sont relativement éloignées puisque la première, Crémalville, qui est en cours de démantèlement, est à 67 km. Ensuite, on a la centrale du Bugey dans l'Ain, qui est la plus proche en fonctionnement, qui est à 83 km. Et puis ensuite, Saint-Alban à 124 km, Cruas en Ardèche et Tricastin. Et toutes les autres centrales sont à plus de 200 km, y compris les centrales qui se situent en Suisse et en Italie. Voilà, donc le dispositif que vous présentez, Madame Hervieux, en première partie, il s'agissait d'un plan particulier d'intervention. Ça va concerner simplement les communes qui sont dans un rayon de 20 km autour de la centrale. Nous, on n'est pas dans ce cas-là, mais par contre, il y a un plan de distribution national qui est prévu et qui est décliné sur les départements. Et dans ce cadre-là, du coup, la mairie prend en compte les mesures de ce plan départemental dans ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde. C'est un outil qui sert à gérer tous les risques majeurs qu'on vous a présentés au cours de ces pauses risques, hein, que ce soit des risques naturels ou des risques technologiques. Et dans le cadre du plan communal de sauvegarde, les mesures de distribution des pastilles d'iode, elles sont prévues notamment en cas de cinétique rapide, avec une distribution qui sera réalisée par les services de la mairie. En fait, les grossistes répartiteurs livrent à ce moment-là directement les mairies qui, elles, doivent livrer en priorité les établissements scolaires, donc 22 établissements sur Albertville entre les écoles maternelles, primaires, les collèges et les lycées, les établissements aussi médico-sociaux qui accueillent des jeunes, donc voilà, par exemple, l'IME sur Albertville, CAMCESAD, etc. Et puis les accueils de jeunes enfants, donc la maison de l'enfance, les centres de loisirs, les crèches et les garderies. Une première partie du public prioritaire, et c'est aussi pour ça qu'on insiste sur la consigne générale de ne pas aller chercher vos enfants au moment de ces situations, car ils sont pris en charge sur les lieux en fait, où ils seront. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on informe la population en amont pour que ces consignes soient bien respectées, car c'est comme ça que le plan, en tout cas, est prévu. Donc, pour ne pas mettre en difficulté les services dans le cadre du plan, on demande vraiment à respecter cette consigne autant que faire se peut. Et puis, on a aussi des publics prioritaires en dehors de ces établissements, et ceux-là seront pris en charge
du coup dans 7 points de distribution qui sont prévus selon les quartiers. Alors, dans la globalité, ça peut correspondre pour certains à des bureaux de vote, pas pour tout le monde. Des fois, les bureaux de vote sont confondus avec les écoles, donc on ne va pas les confondre le jour de cette distribution des pastilles d'iode. Donc, pour le centre-ville et le quartier nord, ce serait la salle Cassin qui serait support à cette distribution. Sur le quartier Conflans-les-Adoux, ce serait la salle Chorionde qui sert actuellement de bureau de vote. À la plaine de Conflans, le gymnase de la plaine de Conflans. Pour la plaine d'Albertville, le gymnase du Sauvet. Au Champ de Mars, la salle Marinette Moulin. À Saint-Sigismond, ce serait l'EHPAD, Notre-Dame-des-Vignes. Et puis au Val-des-Roses, la salle du Val-des-Roses. Pour chacune de ces salles, il y a un pharmacien qui est conventionné et qui pourrait venir conseiller sur la prise d'iode et parer à toute situation, même si elles sont rares, hein, Madame Culoma l'a dit, d'incompatibilité avec des allergies potentielles à cette substance. Voilà, donc finalement une mobilisation forte de la mairie pour distribuer ces pastilles d'iode et puis une convention avec les pharmaciens, un binôme mairie-pharmacie pour assurer cette distribution. Ensuite, il y a un point très important sur lequel je voulais revenir ici, c'est sur la transmission des consignes. Donc, les consignes, vous avez bien compris que la prise d'iode, en fait, elle se fait selon, sur une plage horaire, en fait, très particulière. Donc, les consignes nationales, elles peuvent relayer une certaine partie de l'information, mais par contre, localement, il y a nécessité aussi de transmettre précisément, notamment les salles qui seront équipées pour vous distribuer les pastilles d'iode, et puis aussi distinguer si on est dans ces cinétiques lentes, donc dans ce cas, vous serez amené à être dirigé vers les pharmacies, ou dans la cinétique rapide que je viens de vous décrire, avec les points de distribution qui sont les salles que je viens de vous citer. Donc, pour différencier ces différentes cinétiques, c'est le préfet qui relayera les consignes nationales. Donc, il a des outils à sa disposition à l'échelle du département pour transmettre ces consignes nationales. Donc, à la fois les sirènes du réseau national d'alerte, hein, ces fameuses sirènes qui sont testées justement les premiers mercredis du mois comme aujourd'hui. Et puis, un nouveau système d'alerte aussi qui est mis en place depuis cet été, qui s'appelle FR Alert et qui permet au préfet d'envoyer des messages sur les téléphones portables de la population en activant vos téléphones portables. Tous les téléphones portables qui sont dans le rayon d'action des antennes disponibles dans un secteur géographique permettent aujourd'hui d'envoyer des messages et de vous transmettre les consignes à suivre. Donc voilà, c'est un nouveau dispositif. Donc, vous voyez le logo là de FR Alert. Et en tout cas, il y a un son très particulier qui est associé à la réception de cette alerte, que tous les téléphones compatibles sont capables de transmettre. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous renseigner. Il y a un site dédié FR Alert qui explique très bien, avec des petites vidéos, comment ce système fonctionne. Et puis, localement, pour transmettre à la population d'Albertville même la répartition par secteur, etc., les consignes très locales, la mairie a la possibilité de déployer 2 types de systèmes d'alerte. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ensemble mobile d'alerte qui est fixé sur un véhicule. Là, vous voyez un exemple sur la photo d'un véhicule de police municipale qui va circuler et transmettre dans les quartiers de la ville les informations adéquates. Et un second système d'alerte qui lui aussi est basé sur le téléphone, mais qui n'est pas piloté par le préfet, mais par la mairie, et qui permet de transmettre les bons réflexes et les consignes à suivre, à condition que votre numéro de téléphone soit référencé, bien sûr, sur cet outil. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de communiquer votre numéro de téléphone à la mairie. Donc, vous pouvez vous inscrire soit pour ceux qui ont des téléphones portables directement en flashant ce code, qui est aussi affiché à la sortie de la salle, à gauche avant le présentoir, soit directement à aller sur le site de la mairie, dans la rubrique risque majeur. Vous y retrouverez une petite interface et vous pourrez justement vous faire référencer pour pouvoir directement recevoir les messages d'alerte qui peuvent vous être envoyés alors, dans un cas de risque nucléaire, bien sûr, mais aussi en cas d'inondation ou en cas de transport de matières dangereuses, pour chacun des risques qui peuvent toucher la ville d'Albertville. Donc, tout ça est recensé dans un document qui s'appelle le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Vous en avez quelques exemplaires à la sortie de la salle. N'hésitez pas à les prendre. Vous avez une synthèse pour chacun des risques.
La présentation qui vous a été faite aujourd'hui par Mesdames Hervieux et Culoma est bien sûr bien plus précise, hein. C'était l'objet aussi de ces réunions, c'est de pouvoir préciser ce qu'on a dit sur papier. Mais en tout cas, vous en avez la synthèse sur ces documents. Et voilà, je vous incite aussi à aller peut-être revoir la conférence d'aujourd'hui et les synthèses vidéo qui ont été produites sur les précédentes pauses risques. Elles sont disponibles sur le site internet dans la rubrique risque majeur. Voilà, et pour terminer, avant de passer à la séance de questions, vous dire également que le plan communal de sauvegarde de la ville d'Albertville est testé régulièrement. Le dernier exercice ayant eu lieu le 17 mars dernier, avec les pompiers, la police et tous les services qui sont amenés à collaborer pour gérer des situations de crise. Voilà, les conseils départementaux pour gérer les barriérages de route, etc. Et puis, selon les aléas, les services spécialisés qui vont permettre aux maires d'avoir toutes les données techniques pour bien piloter la crise, voilà, sous la houlette du préfet quand un plan départemental est déclenché. Et ben voilà pour ces présentations. On a la chance d'avoir encore Madame Hervieux en ligne avec nous. Madame Culoma est là également. Donc, si vous avez des questions maintenant, la parole est à vous. N'hésitez pas. Je vous inviterai par contre, pour que Madame Hervieux entende vos questions, à vous exprimer dans le micro, voilà, que Delphine vous fera passer. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Il était question dans cette présentation de la diffusion du nuage nucléaire et il était question de la proximité de 67 km et 83 par rapport aux centrales qui nous sont proches. Ça m'a permis de réfléchir à ce qui s'est passé à Tchernobyl. Alors, si Madame Hervieux pouvait nous donner un petit compte-rendu succinct de ce qui s'est passé réellement. Moi, je garde en mémoire ce fameux nuage toxique qui s'est arrêté à la frontière. En plus, si on considère Tchernobyl et la frontière, ce n'est pas 67 km, c'est au moins 300 à 400 km. Ça veut dire que cette diffusion, j'aimerais bien qu'on ait quelques explications là-dessus. Madame Hervieux, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Oui, alors, bon, d'abord, bien évidemment, le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière, hein. Il a recouvert une bonne partie de la France, notamment l'est du territoire et la Corse. Les niveaux de dose atteints ne conduisaient pas à des actions de prise d'iode stable. Par contre, effectivement, il y a eu des denrées qui ont pu être contaminées localement et donc des mesures et des campagnes de mesures où jusqu'à très récemment, on pouvait en tout cas mesurer la contamination des sols par le nuage issu de l'accident de Tchernobyl. Alors, Tchernobyl, c'était un accident tout à fait exceptionnel, puisque là, le réacteur, il a littéralement explosé et l'ensemble des barrières de confinement dont je parlais tout à l'heure ont été immédiatement effacées. Et l'énergie a été tellement importante qu'effectivement, le rejet, il est monté très haut et donc il a pu se disperser très loin. Mais effectivement, même pendant l'accident de Fukushima Daiichi au Japon, il a fallu quelques jours, mais le nuage radioactif qui a été émis par cette centrale, eh bien, il a fini par arriver en France également, alors avec des niveaux de contamination extrêmement faibles, mais on a pu le mesurer en France. Donc, en fonction des conditions météorologiques et du déplacement des masses d'air, il se peut qu'effectivement, la France soit concernée par une contamination. Alors, quand c'est très éloigné, on a quand même peu de mesures d'urgence à envisager. Par contre, sur tout ce que j'ai moi appelé le post-accidentel, la question
peut se poser si le lieu de l'accident n'est pas très lointain. Sur un accident majeur, comme ça a été le cas à Tchernobyl, on peut avoir des conséquences post-accidentelles en France avec potentiellement sur quelques denrées des limitations de consommation. Ça peut arriver, notamment un accident majeur en Allemagne ou en Belgique, voilà, qui sont proches de nos frontières. Alors, on a quelques pertes de connexion avec vous, Madame Herviou. Ah. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez une qualité de connexion suffisante. Mais en tout cas, on a bien compris le message global, hein, effectivement, avec la gradation de la réponse et puis surtout le fait que l'éloignement de la centrale où aurait lieu l'accident voilà, ne justifie pas forcément le fait qu'on aurait zéro risque chez nous, quoi. Je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments à nous apporter en espérant que la qualité de la connexion revienne. En fait, pour les personnes intéressées, sur notre site internet, on a fait des simulations. On a eu les conditions météorologiques de l'époque. On a reproduit la dispersion atmosphérique de ces rejets. Et donc, vous pouvez voir, il y a aussi des fiches qui montrent les mesures de radioactivité qui ont été faites dans l'environnement. Donc, il y a un film qui montre bien la dispersion, qui montre bien que la France a été touchée par ce panache radioactif, effectivement. Eh ben, on pourra justement pointer peut-être ce retour dans les supports qui seront créés par la ville d'Albertville. Comme ça, tout le monde pourra y avoir accès. Merci, Madame Herviou. Okay. D'autres questions? Oui, on en a au moins deux. Pour revenir à Tchernobyl, et je rejoins le monsieur, il y a quand même eu une recrudescence de cancer de la thyroïde suite à Tchernobyl, à savoir que, si j'ai bien compris, le cancer de la thyroïde, il est lié à l'inhalation de substances. Donc, ça veut dire que, effectivement, les nuages ne se sont pas arrêtés à la frontière puisqu'il y a eu une recrudescence de cancer. Encore une fois, Madame Herviou, je crois que vous avez renseigné ces situations-là. Est-ce que vous pourriez nous répondre à cette question? Alors, c'est lié à l'inhalation, ça peut être aussi lié à l'ingestion. C'est-à-dire que si vous ingérez des denrées alimentaires avec de l'iode, vous pouvez aussi avoir une atteinte au niveau de la thyroïde par l'ingestion. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas de me prononcer sur les causes de cette augmentation de cancer. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, autour de la centrale de Tchernobyl, les enfants notamment ont été touchés. Il y a eu un nombre conséquent de cancers de la thyroïde qui ont pu être mis en relation directe avec l'accident. En France, je pense que c'est plus compliqué que ça. Et je ne pense pas qu'on puisse attribuer une augmentation des cancers de la thyroïde au rejet de Tchernobyl. Mais effectivement, ça peut être lié à l'inhalation ou à l'ingestion. D'ailleurs, le plan iode, tout ce qui était mesure de prise de comprimés d'iode est directement lié à l'accident de Tchernobyl et les effets qui ont pu être vus autour de la centrale. Merci. On a au moins deux autres questions. Il y en avait une devant et puis une au fond aussi tout à l'heure. Ouais. On va en prendre une première devant. Je voulais juste savoir, en fait, la différence en temps entre une procédure lente et une procédure longue. Oui, entre les deux cinétiques, cinétique rapide et cinétique anticipée. Est-ce que vous avez quelques éléments d'arbitrage pour que les autorités justement nous emmènent vers une procédure anticipée ou vers une procédure rapide, Madame Herviou? Alors en fait, il y a autour de la centrale, dans le cadre des plans particuliers d'intervention, vous avez des actions immédiates qui peuvent être faites même avant le gréement des centres de crise. Vous avez ce qu'on appelle une phase réflexe, c'est-à-dire que l'exploitant nucléaire, il a la délégation de la préfecture pour justement alerter par les sirènes sur les premiers kilomètres, c'est une distance de 2 km. Et donc là, il y a une mise à l'abri des populations qui peut être faite très rapidement.
Donc, on est vraiment sur des situations de rejet rapide, mais sur les 24 premières heures, on reste à des distances qui sont quand même, les conséquences en tout cas, seraient limitées au-delà des 20 km. Hein. Les 20 km des plans particuliers d'intervention, ils sont là pour protéger effectivement sur les premières 24 heures, bien protéger sur les 24 premières heures. Ensuite, eh ben, les rejets, les transferts se font par l'atmosphère, et donc il y a potentiellement une extension des actions de protection des populations. Mais on a des différents types d'accidents. On a des accidents qui peuvent conduire à des rejets, je dirais, quasiment immédiats, mais avec des conséquences relativement faibles qui affecteront les premiers kilomètres autour de la centrale. Et on a des accidents graves, donc des accidents avec fusion du cœur, où là, il y a quand même une enceinte de confinement qui va permettre de limiter les conséquences, en tout cas pendant un certain temps, avant qu'il y ait des rejets plus importants dans l'environnement. Donc là, on parle plutôt de cinétique lente, c'est-à-dire des rejets vraiment importants qui se produiraient au plus tôt, au-delà des 24 premières heures. Et dans ces cas-là, est-ce que les conditions météo du jour peuvent avoir une influence sur le choix de l'une des cinétiques pour un territoire comme le nôtre qui est un peu éloigné finalement des réacteurs? Oui, les conditions météorologiques en fait sont déterminantes, puisqu'on peut avoir un facteur au moins 1 à 10 sur l'exposition des populations. Donc, évidemment, la présence de pluie, si vous avez de la pluie à proximité du lieu de rejet, eh bien, ça va rabattre les particules radioactives présentes dans le panache, et du coup, ça va limiter le transfert un peu plus lointain de la contamination. Et selon les conditions de diffusion, si vous avez une diffusion faible ou pas, eh bien, vous allez effectivement transporter plus ou moins facilement ces particules. Et puis, il y a évidemment la direction du vent, le déplacement des masses d'air, puisque vous pouvez avoir des zones, même proches de la centrale, si elles ne sont pas sous le vent, qui ne seront pas contaminées. Donc, pour une zone en plus éloignée comme la vôtre, effectivement, les conditions météorologiques et notamment la direction du vent, le transfert des masses d'air va être déterminant dans la prise de décision. C'est aussi pour ça qu'on va faire des mesures dans l'environnement, parce que les conditions météorologiques, elles sont aussi un certain nombre d'incertitudes, et donc on va vérifier sur le terrain par des prélèvements, par des frottis, des mesures au sol et dans l'atmosphère, pour vérifier justement si le panache est bien passé par là comme on l'a pensé du fait des calculs ou pas, et quelle est la contamination effective. Donc tout ça, ça se fait dès les premières heures de la crise, le temps d'envoyer les moyens. Ils sont déployés très vite pour justement corroborer les calculs qui peuvent être faits ici au centre de crise à Paris. Merci pour ces précisions. Et puis, on avait une autre question au fond de la salle. Deux autres. Oui, concernant l'iode radioactif, la prise doit être dans les 6-12 heures et le réseau de distribution s'engage à distribuer au maximum dans les 12 heures. Donc, est-ce que le délai de distribution ne serait pas trop long par rapport à la nécessité de la prise d'iode pour être efficace? Merci par avance. Alors, c'est peut-être une question pour Madame Culoma. Oui, les grossistes répartiteurs s'engagent à délivrer aux pharmacies les pastilles dans les 12 heures, mais ils le feront de toute façon, c'est 12 heures maximum et ça suffirait, mais ils le feront de toute façon dans des délais plus courts, comme ils ont l'habitude de le faire également quand ils vous livrent vos médicaments en pharmacie. Donc, c'est le premier stock, on a un premier stock qui est en Haute-Savoie, donc qui est proche. Et du coup, qui sera acheminé dans toutes les pharmacies. Donc, on parle à peu près de 150 pharmacies très rapidement. Donc, avant les 12 heures. Il faut savoir aussi qu'on ne distribue pas forcément maintenant de manière préventive de l'iode, sauf dans les périmètres justement des centrales.
Et là, toutes les personnes ne vont pas chercher leur comprimé. Donc, il vaut mieux être effectivement dans un petit peu, on va dire, dans l'urgence où on va chercher en pharmacie ou en mairie les comprimés d'iode, mais ils seront acheminés forcément à temps. Et les grossistes, c'est maximum 12 heures, mais ça sera avant. Oui, on avait une question de l'autre côté également. Vous nous dites que près d'Annecy, donc il y aura les comprimés et c'est 50 km et que ça n'est pas loin, et que le budget qui est à 80 km, c'est loin. Enfin, je pense que 80 km, c'est vraiment la porte à côté, hein. Donc, en théorie, tout est parfait, mais on est dans une région sismique ici. Est-ce que ça peut entraîner un problème nucléaire, hein? Donc, ça, c'est la première question. Et d'autre part, j'ai lu qu'en France, chaque année, il y avait des dizaines d'incidents nucléaires dont nous n'étions pas informés, parce que je crois que c'est à partir du stade 2 que les pouvoirs publics sont tenus d'informer. Donc, est-ce que j'ai une bonne information, s'il vous plaît? Alors, 3 questions en une, qui s'adressent pour la plupart à Madame Hervieux. Alors, sur les événements, ce n'est pas des incidents, les événements qui ont lieu sur les installations nucléaires, effectivement, il y en a un grand nombre tous les ans. Mais quand on parle d'événements, ça peut être simplement l'échéance d'un contrôle périodique qui n'est pas respecté. Ça peut être un système de sûreté qui n'a pas été sollicité, mais sur lequel il y a un défaut qui est constaté. Donc, c'est pas il n'y a pas d'incident proprement dit. C'est des aléas, je dirais. Et effectivement, l'exploitant nucléaire, il est obligé de déclarer très rapidement ces événements à l'autorité de sûreté. Et éventuellement, ils sont reclassés quand l'autorité de sûreté considère que les conséquences auraient pu être plus importantes. Alors, autour des centrales nucléaires, il y a des commissions locales d'information qui ont accès, pour la plupart, à ces événements, ou en tout cas à ceux de niveau 1 au moins, ou évidemment au-dessus. Mais on n'est pas sur des incidents, on est vraiment sur des détections de choses ou de non-respect, si vous voulez, de règles qui ont été fixées en accord avec l'autorité de sûreté nucléaire. Donc voilà, il suffit qu'un contrôle n'ait pas pu se faire, il a été oublié ou été retardé d'un mois, et ça fait l'objet d'une déclaration de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc on a un système de suivi très, très pointu. Et il y a une analyse de ces événements qui se produisent et aussi de leur potentiel risque associé. C'est-à-dire qu'on va mesurer les conséquences possibles sur l'installation si la situation s'était dégradée. Tout ça, ça permet de faire des retours d'expérience et d'améliorer au quotidien soit les systèmes de l'installation, soit l'exploitation qui en est faite. Alors, excusez-moi, mais du coup, j'ai perdu les deux autres questions. Il y avait une seconde question à propos des séismes, de l'interaction entre les séismes et les centrales nucléaires. Est-ce que nos centrales nucléaires sont sûres face aux séismes auxquels on peut s'attendre? Oui, effectivement, j'avais une coupure de connexion. Alors, donc, les centrales nucléaires sont dimensionnées effectivement à un certain niveau de séisme et d'inondation et de température froide, de température chaude, notamment les situations de canicule, de grand vent. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont mises pour protéger les installations de ces effets. Sur le séisme, effectivement, dans la vallée du Rhône, les centrales sont dimensionnées à des niveaux de séisme qui sont plus importants que les centrales, par exemple, qui sont sur la côte atlantique, parce que le risque sismique est plus important. Et je voudrais signaler à ce sujet-là qu'après l'accident de Fukushima Daiichi, il y a eu ce qu'on a appelé des stress tests ou des évaluations complémentaires. Et l'IRSN a demandé à ce que les exploitants mettent des systèmes complémentaires de protection, de prévention et de limitation des conséquences des accidents
qui sont dimensionnés, donc qui sont conçus pour des niveaux de séisme et d'inondation plus forts que ceux qui avaient été retenus à la conception des centrales. Donc, par exemple, tout à l'heure, sur mon schéma, je parlais des sources électriques, et je disais qu'il y avait eu des groupes électrogènes, des diesels d'ultime secours qui avaient été ajoutés. Et bien, ça, c'est une mesure post-Fukushima. Et donc, ces groupes électrogènes de secours, eh bien, ils sont dimensionnés à des niveaux de séisme plus importants que l'ensemble de la centrale. Vis-à-vis de ces risques en général, il faut savoir que les centrales, il y a un réexamen de leur sûreté tous les 10 ans. Et tous les 10 ans, on se pose la question de l'avancée des connaissances, du retour d'expérience, et s'il faut, on demande à renforcer la protection des installations contre les effets de ces agressions. Merci. Et puis la troisième question, c'était une question d'ordre logistique au final, puisque effectivement, on disait tout à l'heure que pour notre secteur à Albertville, les stocks de pastilles d'iode étaient décentralisés, étaient nous situés à une 50aine de kilomètres par la route d'ici, autour d'Annecy. Et la question, c'était de savoir, voilà, est-ce que ce dimensionnement permettrait, voilà, avec des temps d'acheminement qui nécessitent quand même un certain temps avec le réseau routier montagnard qu'on a chez nous, et de votre point de vue, voilà, comment sont arbitrés en fait ces centres de stockage finalement des différentes zones en France? Est-ce que c'est des choses qui ont vocation à évoluer? Est-ce que c'est des choses qui sont sur lesquelles l'IRSN est amené à se prononcer aussi? Non, on n'est pas amené à se prononcer. Nous, on fait une évaluation du risque. Et ce qu'on sait dire, c'est qu'en cas de fusion du cœur, pendant au moins les 24 premières heures, il n'y a pas de nécessité de prise d'iode au-delà des 20 km. Donc, après, c'est les pouvoirs publics qui s'organisent pour répondre compte tenu des scénarios qu'on leur a proposés et dimensionner les moyens de prédistribution. Merci. Alors, deux autres questions. De nouveau, il y en a une autre au fond de ce que j'en ai vu. À nouveau? Ouais, allez-y. Puis il y en aura même une troisième devant. Excusez-moi, c'est juste pour faire suite à la dernière question. Les 24 heures, en fait, ça dépend complètement des vents. S'il y a des vents importants en direction d'Albertville, ce n'est pas dans 24 heures que la radioactivité va arriver, mais plus tôt, non? Non, ça ne dépend pas des vents. En fait, c'est les dispositions qui sont prises au niveau de l'installation qui garantissent qu'il n'y aura pas de rejet important avant 24 heures. C'est-à-dire que si vous avez un accident grave, vous avez l'enceinte de confinement en béton, à l'intérieur, eh bien, il peut y avoir une augmentation de la pression et à un moment, il va falloir dépressuriser. Et donc, il va falloir ouvrir l'enceinte pour dépressuriser si les systèmes de sûreté ne fonctionnent pas, parce qu'il y a quand même des systèmes de sûreté qui sont prévus pour éviter cela. Alors, dans ce cas-là, les rejets sont filtrés par du sable. Il y a un filtre qui est prévu à cet effet, ce qui permet de limiter les conséquences de ce rejet. En tout cas, cette ouverture, elle n'est pas envisagée, elle n'est pas envisageable au moins avant 24 heures. Donc, ce n'est pas lié au transport à la météo, pour le coup. C'est-à-dire que le rejet au niveau de l'installation est important. Il ne se fera qu'après 24 heures et ensuite, il faut ajouter effectivement le temps de transfert des masses d'air. Voilà, donc c'est effectivement ce qui nous donne au moins 24 heures d'anticipation entre le moment où la centrale pourrait avoir un problème. Vous nous dites qu'en gros, le problème serait contenu dans la centrale pendant au moins 24 heures et c'est qu'ensuite que le nuage pourrait se déployer vers nos territoires, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Et alors, dans le cadre de la prolongation d'exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans, c'est le cas typiquement de la centrale du budget, il y a des améliorations qui ont été apportées et justement un système particulier qui permet d'éviter de provoquer ces rejets quelque part volontaires pour dépressuriser l'enceinte, et qui permet de laisser la contamination à l'intérieur. Donc voilà, ça fait partie des améliorations de sûreté au fil des années pour limiter, l'objectif, c'est bien limiter l'impact pour l'environnement et pour les populations. Donc il y a des mesures supplémentaires qui sont en cours d'ajout. Un certain nombre de réacteurs de budget sont déjà équipés pour limiter encore les conséquences
d'un accident de fusion du cœur. Merci. Alors, on avait encore 2 autres questions. Donc, une autre à nouveau au fond et puis une dernière devant. Ouais. C'était dans ce ordre-là. Mais... Par rapport, bon, je voudrais pas faire de catastrophisme, mais est-ce que le risque de terrorisme sur des centrales, on a vu déjà des militants de Greenpeace qui pouvaient s'introduire, qui s'étaient introduits déjà dans des centrales nucléaires, donc un éventuel risque. Madame Hervieux, j'imagine que c'est un risque qui est également pris en compte comme le risque sismique. Oui, alors je ne suis pas sûre d'avoir entendu la fin de la question, mais oui, tout ce qui est ce qu'on appelle acte de malveillance, c'est effectivement pris en compte avec des dispositions particulières sur les centrales. Et je pense qu'il y a un retour d'expérience qui a été tiré par EDF des intrusions de Greenpeace sur ces sites. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui sont prises en compte. Dans la conception et aussi sur les mesures prévues par les pouvoirs publics si cela venait à arriver. Merci. Et puis une dernière question devant aussi. Alors, j'ai une question qui émane de mon beau-frère, Monsieur Mazur, qui a été en position de maire. Malheureusement, il ne m'a pas précisé la date de son intervention. Mais bref, il a eu l'occasion d'interpeller la préfecture au sujet de l'attribution justement de ces pastilles d'iode. Et voilà quelle a été la réponse de la préfecture. Les réserves ne sont pas à jour et d'une complexité indescriptible. Alors, je vous renvoie la question, parce que vous nous avez parlé, vous, de 800 000. Voilà. Alors, ma question, c'est si le maire actuel posait la même question à la préfecture, quelle pourrait être sa réponse? Est-ce qu'elle serait différente? Voilà. On n'a pas la préfecture, mais si vous voulez tenter de répondre. Je représente malgré tout, l'ARS est un établissement public qui est à disposition du préfet pour un certain nombre de sujets, et dont celui-là. Nous, les derniers renseignements qu'on a, puisque on s'est renseigné quand même très récemment sur ces comprimés d'iode avec la guerre en Ukraine, c'est qu'on a bien 800 000 comprimés disponibles, alors qui n'ont pas été revus, enfin le nom n'a pas été revu depuis effectivement de nombreuses années, malgré l'augmentation de la population, et n'est pris en compte que la population, mais pas la population touristique. Et il y a un premier stock, c'est ce que je vous disais, un premier stock en Haute-Savoie, et le deuxième stock, à peu près la moitié, serait immédiatement mis à disposition, donc qui est dans un centre sécurisé en France. Je ne sais pas où, hein, moi. Voilà, c'est l'armée, puisque c'est la pharmacie des armées qui fabrique ces stocks et qui, effectivement, après les détient. Mais bon, d'après les éléments qu'on a, les comprimés qui ont une date de péremption également sont changés aussi fréquemment. Hein, chez le grossiste répartiteur, non, on n'a pas de stock périmé. Donc voilà, et sachant qu'effectivement toute la population ne sera effectivement certainement pas concernée par la prise de comprimés, puisqu'on va cibler les personnes les plus jeunes. Nous, on pense que le stock est suffisant. Voilà les informations qu'on a. Une autre question. Alors justement, au niveau des comprimés, puisqu'on parle des personnes de moins de 25 ans, les enfants, les femmes enceintes, etc., et qu'il n'y a pas assez de comprimés, que les autres, ils ont le droit de mourir, peut-être. Alors, déjà, je vous ai dit, il y a 800 000 comprimés. En fait, il y a une population d'un peu plus de 400 000 sur la Savoie. Donc, il y en a assez, puisque un adulte prendra 2 comprimés, mais un tout petit bébé en prendra un quart.
Donc, effectivement, on ne distribuera pas une boîte par famille, mais on va peut-être distribuer cachet par cachet, comprimé par comprimé. Bon, et puis, il faut savoir que c'est uniquement lorsqu'il y a un rejet d'iode radioactif, ce qui ne sera pas forcément le cas de tout rejet, puisque en cas de rejet de strontium ou césium, là, les mesures d'évacuation dont vous a parlé Madame Hervieux ou de confinement seront à privilégier. L'iode ne servira à rien dans ce cas-là. Hein. Mais et puis, bon, voilà, l'iode radioactif protège la thyroïde d'un cancer. Et pourquoi les personnes jeunes? Parce que leur thyroïde est encore en formation, ce qui n'est pas le cas à nos âges. Et puis, la cinétique du cancer du cancer de la thyroïde est longue. Donc, effectivement, alors après, on pourra quand même dire que toute la population sera il y aura une distribution pour toute la population, c'est possible aussi. Mais ça, c'est le ministère de la Santé et le préfet qui le décideront en temps utile. Mais voilà, le but, c'est de protéger la population. Hein. On reste bien là-dessus. Alors, on va vous amener quand même, pour que Madame Hervieux entende la question, si elle lui est adressée, à vous exprimer dans le micro. Vous avez Merci. dit 800 000 comprimés, mais à raison de 2 par personne, sans compter les nouveau-nés. Donc, ça fera encore pour moins de personnes. Et puis, en fait, il y a des méthodes naturelles pour les personnes plus âgées. L'huile de foie de morue est riche en iode. Il y a les algues. Voilà. Donc, si jamais nous, on n'y a pas droit, ben voilà, il y a des méthodes naturelles pour nous, quoi. Les comprimés, oui, 800 000, mais je vous dis, un adulte doit prendre 2 comprimés, mais un enfant, 1/4 de comprimé. Donc, on est 400 000 en Savoie. Donc, si, il y a ce qu'il faut, parce qu'on est sur une prise, normalement, une prise d'iode. Je vous ai dit 2 pour un adulte, effectivement, mais la population de moins de 40 ans qui sera alimentée. Alors, je dis, après, de toute façon, je pense que le ministre de la Santé et le préfet décideront effectivement d'abord de distribuer ça à un public prioritaire, donc puisque au niveau santé, ce sont ces personnes-là qui présenteront le plus de risques. En fait, voilà, les personnes de plus de 40 ans qui ont déjà une formation, une thyroïde formée et avec une cinétique de cancer qui sera très lente ne seront pas prioritaires. Moi, je ne peux pas vous dire s'ils seront. Je ne suis pas médecin pour vous dire ça, ouais, effectivement. Ça là-dessus, ouais, il faudrait qu'un médecin, voire des autorités au niveau de la Direction générale de la santé puissent répondre là-dessus. Moi, je n'ai pas effectivement de détails sur la distribution à telle ou telle personne. Mais voilà, normalement, les stocks sont annoncés comme suffisants. Là, moi, l'information que j'ai. Oui, je confirme. Alors, on est sur des comprimés à 65 mg. Donc, moi, je ne sais pas, il faudrait faire voilà, effectivement, hein, dans l'eau, dans un certain nombre d'aliments, il y a de l'iode. Encore faut-il qu'effectivement, il y ait un dosage qui soit équivalent, par exemple, pour un adulte, à 130 mg du coup. Voilà, ça. C'est que de l'iode, c'est de l'iode stable, donc c'est la reproduction quasi similaire de l'iode naturel, mais sous forme de cachet. Donc c'est de l'iodure de potassium. Merci Madame Culomin. Plus de questions? Bon, très bien. Eh ben, merci en tout cas. Merci Madame Hervieux d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Merci Madame Culomin. Voilà, je crois que vu le nombre de questions, il y avait quand même besoin d'organiser cette session de partage d'informations. Donc merci pour votre expertise en tout cas. On fera donc une petite synthèse de ces échanges qui sera mise à disposition sur le site de la ville d'Albertville. On n'aura pas une heure et demie d'échange, mais voilà,
En tout cas, on essaiera de retranscrire les questions principales. Et puis, avant de quitter la salle, je vous invite vraiment à prendre un DICRIM pour ceux qui n'ont pas encore le livret chez eux. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les systèmes d'alerte, j'insiste vraiment pour que vous puissiez le faire et qu'on puisse vous transmettre les modalités à mettre en œuvre pour vous mettre en sécurité lorsqu'un risque majeur atteint le territoire albervillois. Donc, merci d'avoir pu participer à ces temps d'information et peut-être à bientôt pour une nouvelle pause risque. Dans un nouveau cycle, sait-on jamais.